Donc, bonjour à tous les présents et puis les présents à distance. Et j'avais promis bonjour aux Cordy, Nadja et Stéphanie, qui nous suivent à distance. Alors, moi, je vais vous raconter l'histoire de Madame B. Elle a 65 ans quand elle se présente au Cénopole en octobre 2019. Elle apporte une mammo en fait, qu'elle avait fait dans le cadre du dépistage systématique. Elle n'a pas d'antécédents particuliers. Elle a eu une HTA, une fracture de l'avant-bras gauche quand elle était petite. Elle a eu des premières règles à 12 ans, 3 grossesses entre 24 et 30 ans. Elle a allaité ses enfants tous 6 à 12 mois. Elle a pris une contraception œstrogestative pendant 8 ans. Elle a été ménopausée à 50 ans, gros, et elle n'a pas pris de traitement substitutif. Sur le plan de mode de vie, c'est une fonctionnaire retraitée, elle n'a pas fumé, elle ne boit pas d'alcool et elle n'est pas trop mal en termes d'activité physique avec de la marche à pied 15 à 20 minutes par jour. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut, mais c'est déjà pas mal. Allez. Elle a eu, comme antécédents familiaux, une tante maternelle qui a eu un cancer du sein vers 65 ans et l'examen clinique au niveau des seins, des organes urinaires et tout ça est normal. Voilà la mammo de face. Donc là, je vous ai mis juste la face droite, la face gauche. Et voilà, en fait, elle est venue pour faire sa mammo à Saint-Louis et le radiologue m'a appelé en me disant qu'est-ce que t'en penses. Et voilà. Alors, pour les questions, je sais pas. Ah bah voilà. Oui, mais justement. Ah, je me souvenais plus que j'avais mis ça. J'avais mis ça, moi. Quelle est la classification ACR? Ah oui, on l'a fait rajouter. Quelle est la classification ACR? Oh, c'est vachement dur. Ben oui, parce que... Mais moi, celle-là, moi, je ne l'avais pas mise, celle-là. Bon, si, on peut faire une classification ACR. Ou pas, d'ailleurs. Bon, on ne va pas vite passer. Hein. Bon, moi, je passe. Hein. Allez. Parce qu'en fait, c'est très difficile là-dessus. Et moi, en fait, je ne l'avais pas mise au départ, celle-là. Comment on fait pour continuer? Je peux fermer? Non. Ah. Voilà, ce que je voudrais vous montrer, en fait. Bah, j'arrive pas à les faire défiler. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites? Cette mammo, c'est difficile, hein, mais on était tous les deux avec le radiologue, il m'avait appelé. Est-ce qu'on a le droit de savoir ce que tu penses de la mammographie? Et comment elle a été classée quand même dans la classification ACR? Eh ben, elle a été classée assez... Ah ben, je peux vous le dire, mais après. Après. Bon. Parce que là, on n'a pas fini. Non, mais parce que pour choisir sur que faites-vous... Attends, mais justement, attends. Voilà. On a besoin d'avoir une idée de... Eh bien oui, que faites-vous? Eh ben, on la classe, disons, on la classe à CR0. Ah. Voilà. On la classe à CR0. Parce qu'on était en train de discuter, en fait, à ce stade-là. Mais c'est vraiment ce qu'on voyait, en gros. Hein. Ça passe un petit peu moins bien sur les photos, c'est vrai. Donc, on est devant cette mammo. Je ne vais pas retourner en arrière, mais je vais vous la montrer. Et qu'est-ce que vous faites? Mais justement, j'ai montré les photos. Mammo dans 2 ans, mammo dans 6 mois, IRM mammaire, cliché en agrandissement ou biopsie. Ah, mais c'est que je ne peux pas avancer comme je veux. Parce que je voulais montrer les mammos. Il faut voir avec l'homme de l'art qui est assis devant toi. Ouais, je voulais passer les autres pour vous montrer, pour... Avant que vous répondiez, en fait. Donc, il y a eu un vote hein, quand même au niveau des participants avec presque à égalité l'IRM et les clichés en agrandissement. Bon. Alors, je vous... Du coup, on peut avancer, là? Oui, vas-y. Bah non. Je ferme là, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que je peux fermer ça, hein? Non. Ah si, peut-être que là, comme ça va marcher. Bah non. Voilà. Alors, en fait, on les voit quand même. Hein. Il y a on les devine. 2 zones de calcification, mais elles étaient vachement dures à voir. Il y a 2 zones de calcification, une assez en profondeur, là, dans le cadran, en fait, en interne, et puis une un peu plus antérieure, tous les deux dans les cadrans internes. Est-ce qu'on peut mettre juste un moment la mammo en grand écran, oui, sans voir la tête de Caroline? Et j'ai les agrandis après, justement. Voilà. En fait, on voyait ça. Après, il y a beaucoup d'artefacts hein, là. Ouais.
Mais il y avait, alors je ne voulais pas montrer, mais sur la mammo d'avant, 2 ans avant, on ne voyait absolument rien. Et sur cette mammo-là, voilà, on avait ces 2 petites zones. Une, c'était de micro presque, la plus antérieure, un peu macro. Et en profondeur, on voyait, mais c'était limite visibilité, des classifications un peu plus irrégulières. Je crois que je les ai mises là aussi en agrandi. Alors, elles sont dures à voir en profondeur, mais on les voit quand même. Hein. Vous les voyez, ces calcifications qui sont irrégulières, un peu vermiculaires en profondeur. Et puis, ah bah non, je ne les ai pas montrées. Bon, voilà. Et puis, il y a le petit foyer là qui est dessous, qui semble sur une petite opacité. Donc ça, on a fait, donc, comme on les voyait, on a fait ces clichés en agrandi qui permettent de visualiser très très bien ces 2 foyers de calcification, alors qu'il n'y avait rien il y a 2 ans. Donc, qu'est-ce que vous faites devant ces foyers de micro? Tu as la réponse déjà. Surveillance à 2 ans, à 6 mois, IRM, micro ou macrobiopsie. On ne peut pas ne pas voir. Oui, bon, on a vu la réponse. Bon, on continue alors. Hein. Parce que c'est marqué. Bon, de toute façon, voilà, j'ai insisté. On va tous être d'accord. De toute façon, j'ai insisté sur les calcifications. Il y avait vraiment ces calcifications qui étaient très difficiles à voir, mais qui étaient là, qui étaient apparues. Et donc, on a fait des macrobiopsies. On a commencé par le foyer qui était le plus suspect, avec les calcifications limites de la visibilité, celle qui était plus postérieure. Voilà. Donc, le 5 novembre 2017, on fait les macrobiopsies sur ce foyer qui était rétro-aréolaire gauche profond. Et l'examen histologique conclut à de l'intracanalaire de haut grade sur 1,6 mm. Alors, je laisse Catherine. La souris, c'est là. Donc, ici, en haut, à gauche, vous avez un fragment macrobiopsique et on voit que le parenchyme mammaire est modifié. Effectivement, vous avez ici un canal qui est dilaté ainsi que les canalicules du lobule ici. Et si on regarde à plus fort grossissement, eh bien, ce canal est comblé par des cellules de nature canalaire, un noyau de grande taille, qui a fait porter le diagnostic de carcinome canalaire in situ. Cette prolifération reste strictement à l'intérieur du canal. Sur d'autres fragments biopsiques, il y avait des calcifications. Merci Catherine. Donc voilà, on a 1,6 mm d'in situ de haut grade. Qu'est-ce que vous dites à la patiente? Surveillance à 6 mois, tumorectomie plus sentinelle, mastectomie ou autres explorations. On va aller plus loin, on va faire autre chose. Non, une bonne demi-heure de retard. Ça, c'est les experts ou... Non, c'est les experts qui ne les voient pas. Alors, les experts, ils ont voté à 75% pour la tumorectomie. Sol. Alors, surveillance 6 mois, non, les intracanalaires. Rapproche-toi du micro. Mets-toi devant le micro. Oui, il y a une discussion sur les intracanalaires, mais un intracanalaire de haut grade, c'est une tumeur de mauvais pronostic, enfin, sur le plan local, et sans traitement, ça récidive presque tout le temps. Enfin, en tout cas, ça évolue. Ce n'est pas une vieille dame. Hein. La tumorectomie, effectivement, à ce stade-là, on a un petit intracanalaire de 1,6 mm, oui, il faut l'enlever. Après, il y a beaucoup d'entre vous ont mis tumorectomie plus sentinelle. La probabilité d'envahissement du ganglion pour un in situ de 1,6 mm, même s'il est de haut grade, elle est quand même très, très faible. La probabilité d'invasion associée, elle est liée au grade. Donc, certes, c'est un haut grade, mais aussi à l'étendue de la lésion. Pour le moment, on est à 1,6 mm. C'est tout petit. Donc, la probabilité d'extension ganglionnaire est très faible. Ça ne justifie pas à ce stade, d'autant plus qu'on fait une tumorectomie. Ça nous laisse la possibilité d'en faire un derrière. Ça ne justifie pas à ce stade-là donc une exploration ganglionnaire axillaire. Le risque il est vraiment trop faible sur les données, hein, en taille de la lésion. Personne, je pense, a mis mastectomie.
Alors, autres explorations, je crois que pas beaucoup de gens ont mis autre exploration, mais enfin, vous vous rappelez qu'il y avait un petit foyer de calcification un peu plus antérieur, qui n'avait pas du tout la même tête, certes, mais qui était là, qui était apparu. Et chez une mammo qui est quand même un peu bizarre, il y a une espèce de distorsion, une hétérogénéité de la glande. On ne s'est pas arrêté là, en fait. On s'est dit méfiance, méfiance. Et ça sera en fait, ça va être le message du topo. C'est méfions-nous des seins, méfions-nous des mammos et méfions-nous d'in situ. Donc, on est allé plus loin. Alors, je n'ai toujours pas compris comment passer après les questions. Il faut zigouiller là. Tac. Voilà. Et donc, on a biopsié le deuxième foyer, celui qui était un peu plus antérieur, avec des calcifications un peu plus grosses. Donc, on a fait des macrobiopsies aussi au niveau de ce foyer, qui, je sais pas, ça va être compliqué de vous remettre les mammos, de retourner en arrière ici, mais quand même, il était à plus de 2 cm. Hein. Ouais, on le voyait très bien sur le cliché de profil, c'était espacé. Et voilà, deuxième biopsie, intracannulaire de haut grade, toujours avec nécrose sur 4 mm. Il y a un petit papillome et il y a des lésions d'hyperplasie canalaire atypique associées sur ce prélèvement de macrobiopsie. Donc, vous avez le clip là de la première, ça c'est au moment de la deuxième, le clip de la première biopsie. Donc, à ce stade-là, qu'est-ce que vous proposez à la patiente? Une double tumorectomie, parce qu'on a biopsié 2 foyers, une double tumorectomie avec ganglion sentinelle, une mastectomie plus sentinelle, une mastectomie, reconstruction mammaire immédiate, une mastectomie plus reconstruction mammaire immédiate plus sentinelle. Alors, attention, c'est compliqué. Hein. Tu n'as pas parlé de la mastectomie bilatérale. Allez, encore un petit effort. On va passer au vote des experts. Enfin, normalement, ils ont dû voter en même temps. Caroline, si tu veux commenter. Eh bien, les experts, pardon, pas les externes, ils disent double tumorectomie à 40% en majorité. Double tumorectomie sentinelle 0, mastectomie 0, mastectomie sentinelle 20%, mastectomie reconstruction mammaire immédiate 20%, mastectomie sentinelle reconstruction mammaire immédiate 20%. Bon, vu le nombre d'experts, c'est vachement hétérogène. En fait, il y en a un qui a voté pour chaque réponse ou deux, quoi. Alors, je vous dis tout de suite, nous, on a fait mastectomie sentinelle, et puis après, on lui a proposé la reconstruction mammaire immédiate, ce pourquoi elle a opté. Alors, en fait, double tumorectomie. Alors, c'est vrai que maintenant, pour des tumeurs bifocales, enfin, des tumeurs éloignées, à partir du moment où on peut faire une seule incision, l'attitude, c'est accepté de proposer une tumorectomie. Même si, donc, il y a 2 lésions un peu espacées, à partir du moment où on peut les avoir par une seule incision. Ça, c'est très bien pour l'infiltrant. Pour l'in situ, là, on a des biopsies sur des images qui ne sont absolument pas limitées. Et puis, elles sont quand même assez éloignées. Le sein, vous avez vu sa glande mammaire, c'est un peu compliqué, mais il y a une espèce de distorsion un peu partout. Il était hétérogène. Effectivement, je pense qu'on peut proposer un traitement conservateur, on aurait peut-être pu, mais nous, on a proposé directement une mastectomie. Après, bon, c'est sans doute l'âge et l'expérience qui veut ça. On a proposé une mastectomie. Alors là, on avait 2 lésions de haut grade, donc qui récidivent plus. Il y a plus souvent d'invasion associée. Donc, c'est vraiment la probabilité d'invasion, elle est liée au grade et à l'étendue des lésions. Là, on sait qu'on a déjà deux spots d'intracannulaire un peu espacés. C'est du haut grade, donc ça augmente le risque d'invasion et donc ça augmente le risque d'atteinte ganglionnaire axillaire. Or, cette dame, on lui a proposé une mastectomie. Elle a un risque d'invasion et d'atteinte ganglionnaire axillaire. Une fois qu'on aura fait la mastectomie, on ne pourra plus lui faire de ganglion sentinelle si on tombe sur un foyer invasif. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire l'exploration ganglionnaire axillaire. C'est au moment de la mastectomie, parce qu'après, si on trouve de l'invasion, on sera obligé de faire un curage. Donc, chez ces patientes, à partir du moment où on propose une mastectomie pour un intracannulaire, c'est qu'elle a un intracannulaire à risque, donc, parce qu'il est tendu, parce qu'il est de haut grade, enfin les deux associés souvent, et donc il a un risque d'invasion et d'atteinte ganglionnaire axillaire. Donc, en cas de mastectomie pour un in situ, on propose toujours le ganglion sentinelle. Ça évite un deuxième temps chirurgical et surtout, ça évite un curage axillaire s'il a une invasion. Puisqu'il n'y a plus de glande, on ne peut plus faire de sentinelle après. Donc, mastectomie, je pense que les deux enfin, ouais,
C'est difficile, hein, le sein, on ne peut pas être formel, je pense qu'on ne peut peut-être pas en vouloir aux gens qui ont mis double tumorectomie, mais là, nous, on a vraiment proposé mastectomie sentinelle et elle a opté pour la reconstruction. Alors, elle a eu un expandeur. Mastectomie gauche avec sentinelle et expandeur le 13 décembre 2017. Alors que Catherine conclut à l'intracanalaire majoritairement de haut grade de 50 mm sur 36. 50 mm, ça fait 5 cm, Sylvie, sur 3,5 cm, avec en plus un papillome colonisé par un intracanalaire. Papillome, c'est un risque, hein, aussi de cancer du sein. Un foyer micro-invasif sur la marge interne, une marge interne à 0,5 mm pour l'intracanalaire. Donc, l'intracanalaire, il y a 5 mm de la marge. Et le ganglion sentinelle est négatif. 0,5, pardon. Ah bah voilà. Catherine. Donc ici, vous avez une section de coupe. Oui. Voilà, vous voyez que le sein est très, très modifié parce qu'il a de nombreuses sections canalaires qui sont dilatées. Voilà, ici. Qui sont tantôt occupées par des papillomes, donc il y a de multiples papillomes, tantôt colonisés tantôt qui présentent des lésions de carcinome canalaire in situ. Ici, par exemple, à plus fort grossissement, vous voyez un canal très dilaté occupé par une prolifération carcinomateuse qui est de haut grade, avec cette nécrose centrale ici, décalcification. À droite, vous avez en fait ici un papillome, un canal dilaté avec une lumière dans lequel on trouve des axes papillaires. Et en fait, il y a une modification de ces axes papillaires qui sont comblés par cette prolifération carcinomateuse de haut grade. En fait, toutes les lésions ici étaient intracanalaires. Et en un seul point, effectivement, vous aviez ici donc, du cancer in situ, ici, et il y avait une effraction capsulaire, de la lame basale, avec ici, vous voyez, des amas carcinomateux irrégulièrement dispersés dans un stroma, ici, fibro-inflammatoire. Donc, c'était une lésion de moins de 1 mm, donc c'était un foyer micro-invasif en un seul point qui était proche de la berge. On s'est aidé bien sûr des myoépithéliales pour montrer qu'il n'y avait plus du tout de P63 qui entourait les lésions infiltrantes. Merci. Donc voilà, cette dame qui a un intracanalaire étendu de haut grade, traitée par mastectomie, elle a eu un expandeur en passage. Qu'est-ce que vous lui proposez? Surveillance, radiothérapie, reprise chirurgicale ou hormonothérapie. On n'a pas pu faire l'immunohistochimie sur le tout petit foyer de micro-invasif, hein, ça faisait 1 mm. Mais c'est un intracanalaire. Qu'est-ce que vous lui proposez donc? Alors, on va voir ce que disent les experts. Donc, les experts, la majorité, à 75%, proposent une surveillance. Aucun, là, ne propose de radiothérapie. 25% une reprise chirurgicale et aucun de l'hormonothérapie. D'accord. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé en RCP, en fait, quand j'ai présenté le dossier. Le vote des experts, en tout cas. La plupart des présents voulaient opter pour une surveillance. La radiothérapie après une mastectomie sur un intracanalaire, il n'y a pas d'indication, ça ne rattrape pas une bonne chirurgie. Le traitement intracanalaire, c'est d'abord la chirurgie. Donc, si vous voulez faire une radiothérapie après une mastectomie pour un intracanalaire, c'est que vous n'avez pas confiance dans la mastectomie, c'est là où il faut se poser la question. Hormonothérapie, c'est un intracanalaire. En France, en tout cas, on ne traite pas les intracanalaires, même s'il y a des études. L'adhérence n'est pas fantastique, il y a beaucoup de tox. En tout cas, en France, on ne préconise pas l'hormonothérapie adjuvante pour les intracanalaires, même si dans les études de prévention, il y a sans doute un bénéfice sur la prévention, en particulier, là, dans son cas, pour le cancer contralatéral, mais enfin, en France, on ne prescrit pas l'hormonothérapie, ça n'a pas la même dans cette indication. Alors, la reprise chirurgicale, bah, effectivement, elle a une mastectomie. La marge est à 0,5. On n'a pas de données sur la marge pour l'intracanalaire est à 0,5 mm. Vous savez qu'après un traitement conservateur, plus les marges sont larges, moins il y a de récidive. Donc, il faut une marge minimale de 2 mm. Mais si elle est 1 cm, c'est encore mieux.
Mais on n'a pas ces données après une mastectomie. Souvent, quand même, les mastectomies, on a souvent des marges qui sont larges, qui sont conséquentes, on ne se pose pas la question. Là, donc, même en général, mastectomie, marge saine, on est content. Là, la marge était petite, était à 0,5 mm. Il y avait un foyer micro-invasif pas loin. C'était du haut grade. Après, je ne devrais pas le dire, mais la dame, on était parti sur une reconstruction d'emblée avec mise en place d'un expandeur. On sait dans ce cas-là, on pense à la reconstruction, à l'aspect esthétique. Bref. Moi, je voulais une reprise chirurgicale parce que je le sentais pas. Alors, vous allez me dire, c'est complètement, c'est bête. C'est pas médical de réfléchir. J'avais pas l'argument notable. Sinon que on n'a pas de données sur des toutes petites marges après une mastectomie. On n'a pas d'études là-dessus. Et il faut 2 mm pour un traitement conservateur. Et là, sur une mastectomie, on l'avait pas. Donc, je me suis dit, on n'a pas la bonne marge. C'est une mastectomie, d'accord, mais enfin, moi, je voulais absolument qu'on la reprenne. Donc Marc, il est d'accord avec moi, il s'est rangé et on l'a réopéré. Mais c'est vrai que ça se discutait, ce qu'on n'a pas, ces données après mastectomie. Là, on s'est inspiré de ce qu'on a pour les tumorectomies et les marges à 2 mm, qui sont quand même le minimum. Bon, alors, donc, on a fait une mastectomie, on a fait une reprise donc, en interne, là où la marge était négative, était juste, et on a retrouvé l'intragalactophorie sur 8 mm. Encore de haut grade, en partie. Et vous voyez, bon, la marge, là, on est à plus d'1,5 mm. On s'est arrêté. On aurait laissé cette patiente avec... Il n'y avait pas d'indication de radiothérapie. Il n'y a pas d'indication de radiothérapie après une mastectomie pour un intracanalaire. On serait arrêté là. La dame, elle aurait récidivé dans les 6 mois, peut-être même avant, à partir de ce reliquat, au minimum de celui-là, en tout cas. Elle a une prothèse mammaire qui est mise en place en avril 2018. En mars 2019. Même pas un an après. Je la vois avec une masse à l'union des cadrans inférieurs gauche, une masse palpable d'1 cm et 2 ganglions axillaires gauche homolatéraux de 1 et 2 cm. L'échographie confirme cette masse pariétale, les ganglions suspects. Là, c'est quand même hyper désagréable après un intracanalaire, un an après, de se retrouver avec une récidive loco-régionale. Bon, je vous passe l'écho, mais voilà l'IRM. Alors, il y avait même 2 masses à l'IRM, à l'union des cadrans inférieurs, celle qu'on palpait la plus grosse et une petite devant. Alors, c'est vrai qu'elle avait une cicatrice un peu épaisse, comme ils ont souvent après les reconstructions, là, entre l'aréole et l'union des cadrans inférieurs. Et puis, vous voyez, il y a des ganglions qu'on voit très bien à l'IRM, mais des ganglions qui ne sont pas seulement en axillaire, il y en a aussi derrière le pectoral. On biopsie donc la masse à l'union des cadrans inférieurs gauche et le ganglion axillaire gauche, et on retrouve du canalaire invasif de grade 2, RE-, RP-, KI 40%, et ça surexprime HER2. Les intracanalaires surexpriment à 40% HER2, beaucoup plus que les cancers invasifs. Donc, en particulier, les hauts grades sont souvent HER2 3 croix. Et les récidives intracanalaires, les récidives invasives de haut grade, c'est ceux qui récidivent le plus, elles sont souvent HER2 3 croix. Voilà, donc elle a récidivé avec un intracanalaire devant sa prothèse et dans les ganglions, parce que dans le ganglion, on trouve exactement la même chose. Donc ici, c'était la biopsie du sein gauche. Donc, le parenchyme mammaire est complètement détruit par cette prolifération carcinomateuse là qui est infiltrante avec un stroma abondant. Ce sont des travées, vous voyez ici, des travées sans tube glandulaire, donc c'était un score 3. L'anisonucléose était modérée et il y avait peu de mitose. En immunomarquage, donc ici on voit une surexpression de la protéine HER2 avec un marquage membranaire en cadre très intense. Donc voilà, elle a une récidive. On continue. Elle a une récidive invasive cette fois, avec une tumeur agressive qui a une atteinte au moins ganglionnaire. On a vu que c'était assez étendu sur le plan ganglionnaire. Elle est surtout HER2, c'est une tumeur qui va vite. Donc on lui fait un TEP scan. Il n'y avait pas d'indication à faire un bilan d'extension sur l'invasive d'un millimètre, je vous rappelle avant. Donc là, on fait un TEP scan qui retrouve le foyer hypermétabolique au niveau de l'union des cadrans inférieurs gauche et plein de ganglions axillaires, sous- et interpectoraux. On a un doute sur le foie. On fait une IRM, c'est tout petit, c'est pas formel. Bon, comme on a déjà 2 biopsies, on s'est dit on ne biopsie pas. Que proposez-vous à cette patiente? Donc, il y a une récidive devant la prothèse et ganglionnaire sous forme d'un invasif qui surexprime HER2. Exérèse de la masse
donc cette récidive devant la prothèse, là. Curage axillaire, puisqu'elle a une récidive axillaire ganglionnaire axillaire, radiothérapie pariétale et ganglionnaire, chimiothérapie, trastuzumab, pertuzumab ou TDM1, qui est le cas de Cyr. Là encore, choix multiples. Oui, ça c'est choix multiple. Et il faudrait que les experts se réveillent. Que proposez-vous maintenant? Voilà. N'oubliez pas, les experts, de terminer par OK, hein. Sinon votre vote n'est pas pris en compte. Allez, on y va. Alors effectivement, là, c'est pas très clair parce que dans un premier temps, on va tout faire en même temps. Donc, vous avez vu pas mal de choses. En commençant par la chimio, bah oui, voilà. Il y a une majorité pour la chimio, mais c'est vrai que tout va un peu pas suivre. Hein. Mais dans un premier temps, c'est une récidive très rapide qui surexprime HER2 avec une atteinte ganglionnaire. Oui. Dans un premier temps, comme c'est une récidive très rapide qui surexprime HER2, qui a une atteinte ganglionnaire étendue, on va commencer par un traitement systémique. Hein. Donc là, les experts sont d'accord à 100%. Ah, merci les experts. Oh, dis donc, il y avait longtemps. Donc, on va commencer par un traitement systémique. Après, effectivement, on va envisager un traitement local si on peut, mais dans un premier temps, on va rester systémique. Elle a une tumeur, elle a une maladie qui est super agressive. Hein. Alors, donc, on est en première ligne. Alors, c'est une maladie leucorégionale. Certes, on l'a prouvé au niveau des ganglions, mais il y a une atteinte des ganglions qui est très étendue. On avait un petit doute. Quoi? Tu peux avancer. J'ai avancé? Non, je n'ai pas avancé, mais il faut que j'avance. On avait un petit doute, voilà, au niveau hépatique. Donc, on a commencé par le traitement des premières lignes métastatiques qui surexpriment HER2 avec une association chimio, trastuzumab et pertuzumab. Donc, deux anticorps monoclonaux anti-HER2 qui ne se collent pas sur le même, qui se collent sur deux isotopes différents du récepteur. Donc, elle a une association Taxol, paclitaxel, trastuzumab et pertuzumab. De quels effets secondaires allez-vous prévenir la patiente? De toute façon, on peut toujours tout prévenir de tout, c'est vrai. Après, il y a une incidence qui est quand même assez hétérogène, oh, mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Assez hétérogène au niveau de l'incidence de ces réactions, de ces effets secondaires. Alors, les réactions allergiques, oui, il y en a avec le Taxol, d'ailleurs, une prémédication systématique par corticoïdes et antihistaminiques. Avec le trastuzumab, il y a aussi, à la première injection, il peut y avoir des réactions avec fièvre, frisson, ce qui explique que le trastuzumab, d'ailleurs le pertu aussi, sont délivrés sur la perfusion est plus longue et on les surveille après la première fois. Si ça ne se passe pas la première injection, après on est tranquille pour ces deux-là. Mais pour le paclitaxel, il y a vraiment une prévention systématique avec des corticoïdes pour les 4 premières injections. Les nausées, oui, il y a des nausées avec le paclitaxel, mais ce n'est pas le médicament qui est le plus émétisant. Donc, on leur donne quand même une petite prémédication systématique. Alors, la toxicité neurologique périphérique, oui, c'est vraiment une toxicité du paclitaxel. C'est hyper fréquent, c'est cumulatif, c'est souvent une cause de diminution des doses ou d'arrêt du traitement. C'est vraiment l'effet secondaire qu'il faut rechercher systématiquement parce que ça peut évoluer, se majorer assez rapidement et ça donne vraiment des fois des séquelles qui sont hyper invalidantes. Les œdèmes, alors non, hein, c'est hyper rare. Il y en a avec le paclitaxel, mais beaucoup moins qu'avec le docétaxel, le taxotere. Syndrome main-pied, alors ouais, vous avez mis oui, mais moi je mets non, parce que ce n'est pas un syndrome main-pied. On confond tout le temps. Mais le vrai syndrome main-pied, c'est les paumes et les plantes. Ça commence par une sécheresse cutanée, une desquamation, en érythème puis une desquamation. Le paclitaxel, comme le docétaxel, ce n'est pas un syndrome main-pied, c'est une toxicité cutanée hyperpolymorphe qui se manifeste souvent d'abord classiquement sur les phases d'extension des membres, voire le visage, mais ce n'est pas un syndrome main-pied. Donc, il faut arrêter d'appeler syndrome main-pied, ce qui n'est pas un syndrome main-pied, c'est une toxicité cutanée. Dysfonctionnement cardiaque gauche, oui, c'est un grand classique avec le trastuzumab, les anti-HER2 en général.
Et donc, on surveille, on fait un bilan cœur avant et tous les 2 mois. Bon, après, en cours de traitement, nous, on espace un peu. Alors après, il y a d'autres, oui, comme les civils, il y a plein d'autres. Il peut y avoir des diarrhées, il peut y avoir des douleurs musculaires, etc., qui sont parfois un peu pénibles avec ces médicaments-là, parce que les patientes, elles se demandent s'ils n'ont pas des métastases osseuses. Il faut les prévenir. Alors attends. Après ces cures, elle est un peu fatiguée. Elle a, ça y est, des paresthésies des extrémités qui se sont installées, mais elle a super bien répondu au niveau pariétal gauche, on ne palpe plus la masse, et des aires ganglionnaires axillaires gauche. Le TEP confirme cette très bonne réponse. Vous voyez, en haut, c'était avant. Vous voyez, bon, alors c'est un peu bizarre, je pense que la coupe, elle est un peu oblique, parce qu'on voit, là-dessus, on voit la masse qui était devant la prothèse en haut, puis elle a disparu en bas. Elle a donc très, très bien répondu au niveau des ganglions qu'on avait décrits partout, en axillaire et prépectoral. Mais, attends. Ah bah, il manque un truc là. Mais, dis-le. Mais je n'ai pas l'image aussi. Il apparaît un ganglion cervical gauche plus haut, qui n'était pas clinique. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on l'a là. Mais... Non? Ah, il est là. Bon. Elle a un hypermétabolisme modéré au niveau d'un ganglion latéral cervical gauche. Là, c'est la coupe scanner. Que faites-vous? Donc, elle répond bien partout, mais pof, il y a un ganglion qui pousse. Elle répond bien partout, mais il y a un ganglion qui arrive en latéral cervical gauche. Qu'est-ce que vous faites? Vous modifiez le traitement, vous passez au TTM1. TTM1, c'est l'association M-tensine trastuzumab. C'est une molécule de chimio qui est fixée sur l'anti-HER2, qui va l'amener directement dans la cellule cancéreuse, qui va amener le produit de chimio. La radiothérapie des aires ganglionnaires et pariétales, exérèse du ganglion latéro-cervical gauche, celui qui vient d'apparaître, ou biopsie de ce ganglion. Bon, bah oui, c'est ça, il faut vraiment se poser la question. Elle répond bien partout, il y a une discordance, il y a un biopsie, c'est facile, il y a un ganglion qui est apparu, c'est facile à biopsier. À Saint-Louis, c'est des experts de la biopsie des ganglions. Il faut vraiment se poser la question. Mais c'est vrai, ça arrive, il y a des discordances, ça arrive, mais néanmoins, il ne faut pas l'accepter comme tel et il faut essayer de voir ce qui se passe. Donc effectivement, on a biopsié le ganglion. On a biopsié le ganglion et... Catherine. Donc voilà la carotte biopsique. Donc on devine le parenchyme résiduel ganglionnaire, mais surtout il y a des multiples formations nodulaires confluentes, ici un peu plus rose, voilà. Ce sont en fait des granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires, voilà, ici. Ces granulomes sont donc constitués de cellules épithélioïdes qui sont caractérisés par un noyau que l'on dit en pas de chaussure, avec quelques cellules géantes multinucléées et dans quelques points très ponctuels, il y avait de la nécrose. Voilà. Merci. Voilà, donc on conclut à une tuberculose. Elle fait un petit tour en maladie infectieuse pour explorer cette tuberculose. Elle a un traitement par rifampicine qui est instauré. C'est une dame qui avait vécu au Maroc il y a longtemps. Et ouf, c'est la première fois qu'on a une relative bonne nouvelle. On préfère la tuberculose à la révolution de son cancer. Et on continue. Alors, on continue de trastuzumab, pertuzumab parce qu'elle avait très très bien répondu et qu'elle avait des paresthésies au taxol. Mais, à la même époque, cette dame, on est parti loin. Okay. Ah, voilà, ouais. Même à la même époque, au moment où on est en train voilà, on a instauré le traitement par rifampicine, là, elle a un épisode de céphalée qu'elle décrit à son médecin traitant. En fait, elle a un épisode de céphalée qui dure 1 heure et en gros 3 minutes de vertige. Sur le plan neurologique, il n'y a rien, on ne trouve rien. Qu'est-ce que faites-vous? Que faites-vous? Vous lui prescrivez du paracétamol? Vous lui demandez un scanner cérébral?
une IRM cérébrale, vous faites une ponction lombaire. Ça lui porte malheur. Ah oui, c'est une horreur. Donc, alors attendez, les questions. C'est des questions, ça, en fait. Alors, ça, c'est des questions. Alors, vous avez fait quoi? Les experts proposent l'IRM à 85%. Bon. Alors, en fait, moi, je n'aurais pas fait l'IRM parce que ça avait duré… en fait, moi, elle me l'a dit 15 jours après. Elle avait 1 heure mal à la tête, 3 minutes de vertige, elle avait complètement disparu, il n'y avait rien. Mais son médecin traitant lui a demandé l'IRM. Et ça ne marche pas. Putain. Je passe un petit zigouillis comme ça, là. Ah, 2 fois là. Ah, voilà. Et voilà. Elle a des métastases cérébrales. Donc voilà, elle a des métastases cérébrales. Pas terrible. Et donc, comme vous avez vu, elle a plusieurs localisations dans la tête. Hein. Donc, on lui fait une radiothérapie d'encéphaline toto. Et en attendant, elle poursuit de trastuzumab, pertuzumab. Et là, on est en cours de bilan pour quand même, j'ai d'irradier, parce que les récidives locales, hein, c'est sur le plan une révolution locale sur son sein, enfin sur son sein reconstruit, ce serait quand même sur le plan fonctionnel une catastrophe aussi. Donc, on est en train de faire un bilan pour un éventuel traitement d'onco-original par radiothérapie si elle reste en rémission complète par ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est des histoires qui sont super dures parce que les intracanalaires, c'est vraiment les cancers qu'on doit traiter, enfin les cancers qu'on doit guérir. Même si on sait que il n'y a pas 100% de survie, mais il faut vraiment, le message, c'est toujours se méfier, toujours poser des questions, se méfier devant une mammo qui a un truc un peu bizarre, se méfier devant une discordance, se méfier devant un symptôme bizarre, et donc toujours se poser des questions.